Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Del Simo. C'est pour moi un réel plaisir d'être là à ce webinaire afin de partager avec vous, sympathisants et praticiens de cette belle profession qu'est l'actuariat, le contenu de mon mémoire. Alors, durant les 45 prochaines minutes, nous allons parcourir ensemble les grandes lignes de ce travail-là, dont le thème est équité des modèles en assurance, mesures et mitigation des discriminations. Suivant alors une quinzaine de minutes d'échange, comme le prévoit le format habituel. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Cette présentation est organisée en 5 points, dont 4 principaux. En guise d'introduction, on va s'interroger sur le pourquoi et le comment de ces mémoires. Ensuite, les différents principes d'équité seront présentés dans leurs grandes lignes. Il sera par la suite question de parler des différents outils de mesure, de diagnostic et même de mitigation d'équité dans les modèles. Nous allons voir après tout cela dans un cas d'usage concret appliqué à l'assurance automobile RC et enfin viendra la conclusion en 5e point. Alors, pourquoi s'intéresser à l'équité en assurance? Le contexte industriel et technologique actuel est marqué par une généralisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et le secteur de l'assurance n'est pas en marge de cette réalité, que ce soit pour l'évaluation des risques, la détection des fraudes, la modélisation de l'élasticité, etc. Tous ces besoins-là font de plus en plus recours à l'automatisation. Et face à cette généralisation, les réglementations sont mises en place à l'échelle européenne afin d'encadrer l'utilisation de ces outils-là. C'est ainsi que la Gender Directive pour le secteur de l'assurance et plus récemment l'AI Act milite pour que les modèles soient dignes de confiance en respectant des contraintes de l'égalité, de robustesse et d'éthique. Donc, c'est cette dernière contrainte d'éthique-là qui fait ressortir le besoin d'équité, en plus de l'autonomie, de la prévention et de l'explicabilité. Donc, ne pas respecter cette contrainte d'équité ferait courir un risque réputationnel aux assureurs, en plus des amendes, bien sûr, et du fait de la perception des traitements injustes chez leurs clients. Ceci révèle donc un sujet qui appelle à la responsabilité collective au sein des groupes assurantiels. Nous avons répertorié ici quelques exemples de cas où ne pas prêter attention à l'équité, pardon, dans les modèles a été problématique. Nous avons l'outil Compass dans le système de justice aux États-Unis qui, par exemple, prédisait des taux de récidive anormalement élevés pour certaines populations. Un autre exemple, c'est chez Amazon, un automate de sélection des CV préférait des hommes aux femmes durant les process de recrutement, donc c'était problématique. Et encore plus proche de nous, de notre métier, l'assurance. Un assureur canadien en 2018 appliquait des tarifs hyper élevés chez les hommes en assurance auto, si bien qu'il était possible de faire des grosses économies sur sa prime d'assurance juste en changeant de genre. Donc ces exemples illustrent la nécessité de se pencher sur le sujet de l'équité en assurance. Alors, le mémoire a été conçu dans le but de répondre à trois besoins. Un besoin de compréhension, dans le but de fournir un cadre pour le questionnement sur le bon choix d'objectifs en matière d'équité des modèles. Un objectif sur l'évaluation, dans le but de proposer des outils pour évaluer l'équité des modèles prédictifs utilisés en assurance. Et un troisième objectif de correction, c'est-à-dire proposer des méthodes pour corriger ou réduire, lorsque nécessaire, les discriminations induites par les modèles. Donc, nous intéressons maintenant à la compréhension de cette notion. Qu'est-ce que l'équité? Alors, le dictionnaire Oxford définit l'équité de manière simple comme un traitement ou comportement impartial et juste, sans favoritisme ni discrimination.
Le même dictionnaire définit la discrimination comme étant une action, enfin, l'action de traiter un groupe particulier de personnes différemment, notamment en raison de caractéristiques telles que l'âge, le genre, l'origine ethnique, etc. Alors, au-delà de cette vision, de cette définition prosaïque, pardon, de l'équité, se cache dans la littérature à peu près une vingtaine de définitions probabilistes qu'on peut regrouper en deux visions de ce qu'est l'équité. On a une vision dite macro, équité de groupe, qui vise à appliquer les mêmes règles à tous les groupes. Donc, c'est une vision vraiment macro. Et une vision micro, dite individuelle, qui vise à appliquer aux individus comparables des prédictions comparables. Alors, déjà plaçant le cadre commun à cette vingtaine de définitions-là. Le cadre est similaire, très proche de celui d'un modèle de machine learning supervisé classique. Donc, on a un ensemble de variables dites légitimes notées X, explicatif. On a un attribut sensible ou protégé noté D, et on a une variable d'intérêt Y observée, et les prédictions, les outputs de notre modèle qui sont notés là, Y chapeau. Alors, prêtons attention aux attributs sensibles. Il s'agit des attributs ou propriétés qui, selon la loi, ne peuvent pas faire l'objet ou ne doivent pas faire l'objet d'une discrimination. Dans la littérature ou dans la loi, les exemples de ces types de ces variables-là, c'est l'âge, situation de handicap, le genre, la langue maternelle, etc. Ces variables-là sont des caractéristiques sources de biais. Une fois le cadre défini, on peut revenir à nos visions de l'équité. Et pour commençant pour cela par l'équité de groupe. Nous avons évoqué précédemment. On a trois principes qui se rapportent à la vision macro de l'équité dans la littérature: le principe d'indépendance, le principe de séparation, le principe de suffisance. L'indépendance stipule simplement qu'aucun effet direct ou indirect il doit y avoir entre notre valeur protégée et nos prédictions. La séparation indique tout simplement que tout effet de notre variable protégée sur les prédictions doit être justifié par la variable d'intérêt. Et enfin, la suffisance stipule que les prédictions doivent être suffisantes pour représenter la dépendance avec la variable sensible. Alors, le point commun avec tous ces principes de tous ces principes-là est l'indépendance statistique. L'indépendance statistique, ça revient dans tous ces principes-là. L'indépendance statistique avec la variable sensible D. Ce qui signifie que les différents groupes de D doivent globalement recevoir des traitements identiques sous certaines conditions, notamment dans le cas de la séparation et de la suffisance. Et l'expression équité de groupe retrouve alors tout son sens dans ce formalisme-là. Donc, considérons donc un cas d'usage pour pouvoir comprendre un peu le principe d'indépendance qui est le principe central dans l'équité de groupe. Donc, passons dans le cadre d'un modèle de sélection automatique des risques en assurance auto, la variable sensible étant le genre. L'indépendance, ou plus précisément la parité démographique ou statistique, est vérifiée si les chances de sélectionner un risque sont les mêmes que ce risque soit d'un homme ou d'une femme. Donc, dans le modèle de gauche ici, on a 30% de chances de 30% de taux de sélection chez les femmes contre 50 chez les hommes. Enfin, c'est le contraire, 50% chez les hommes et 30% chez les femmes. Par contre, dans le modèle de droite, on a un égal taux de sélection. Donc, dans ce modèle de droite, l'indépendance est vérifiée. Cependant, cette seconde configuration-là, on pose quelques questions. La première, c'est est-ce que les profils de risque sont identiques dans les deux groupes pour qu'on ait des taux de sélection identiques? Et la deuxième question, c'est, même si on atteint la parité démographique ici, est-ce qu'il est légitime de traiter deux individus
Est-ce qu'il est finalement juste de traiter deux individus avec le même score, parce que le score est représenté là, le score est représenté là, avec le même score, mais de manière différente, c'est-à-dire là, on les sélectionne, pourtant là, on les rejette. Donc là, on atteint l'indépendance, pourtant, il y a une forme de discrimination à l'échelle individuelle. Pour répondre à ces limites-là, une autre notion a été introduite dans la littérature. On parle de la parité démographique conditionnelle. Ici, on ne cherche plus à rendre le modèle indépendant du genre en toutes circonstances, mais seulement lorsque des caractéristiques de risque sont équivalentes, des caractéristiques de risque intéressantes. En prenant par exemple le niveau de garantie choisi, hein, noté R ici, on voudrait, on voudrait rechercher que si deux conducteurs, par exemple, ont choisi le même niveau de garantie, leur niveau de chance d'être sélectionnés devrait être le même, selon le principe d'indépendance ou de parité démographique conditionnelle, indépendamment de leur genre. Donc, ce principe est, par définition, un peu plus nuancé, et il reconnaît que certaines variables explicatives peuvent être légitimes, car influencent réellement le risque. Mais il évite que la variable sensible D, ici le genre, influence résiduellement, et une influence résiduelle injustifiée, directe ou indirecte sur la décision du modèle. On se rapproche d'une neutralisation des biais indirects en contrôlant l'effet des variables qui peuvent être corrélées au genre, notamment ici le niveau de garantie choisi. La parité démographique conditionnelle, elle aussi pose quelques problèmes d'ordre pratique, notamment sur la variable de contrôle R. La première question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'elle est fiable, cette variable? C'est-à-dire exemple de biais. L'autre question qu'on peut se poser, c'est comment choisir cette variable-là? Pourquoi pas, par exemple, prendre le niveau d'expérience de conduite ou alors associer ces deux variables? C'est parce que par rapport à cette limite-là que le principe de séparation a été défini. Donc là, on a vu deux définitions de l'équité qui se rapportent au principe d'indépendance. Et les autres principes d'équité de groupe comportent aussi d'autres définitions. On a vu la parité démographique conditionnelle. Les autres principes d'équité de groupe comportent aussi des définitions propres, qui sont en fait des variantes du même principe, hein, des mêmes principes, des variantes selon le type de modèle, régresseur ou classificateur, ou alors le niveau d'exigence demandé. Par exemple, pour le principe de séparation, on a une égalité des chances qui est beaucoup. L'égalité des chances et l'égalité d'opportunités, qui sont des définitions qui se rapportent dans des modèles de classification, mais avec des niveaux d'exigence différents. L'égalité des chances est l'égalité des taux de vrais et de faux positifs. Par contre, l'égalité d'opportunités est juste l'égalité des vrais positifs. Pour le principe de suffisance, c'est quasiment la même chose. On a le principe l'égalité, la parité des précisions, la parité des précisions qui est une définition possible, ou alors celle des taux de faux négatifs qui est une définition possible. Les parités prédictives et les parités de calibration sont des définitions spécifiques à des modèles de régression, qui sont juste des représentations de cette indépendance ici, dans le cas d'un modèle de régression. Alors, concernant, on a vu là tout à l'heure l'équité, les grands principes relatifs à l'équité de groupe. Quant à l'équité individuelle, s'il faut l'expliquer en quelques mots, on peut la définir selon deux principes logiques. On a une logique observationnelle consistant à traiter chaque individu selon ses caractéristiques propres sans la pénaliser ni le favoriser en raison de son appartenance à D, à une catégorie de D de la variable sensible. Autrement dit, la logique opérationnelle vise à éliminer toute discrimination directe en excluant directement la variable D. Donc, cela se fait tout simplement en excluant la variable D. On voudrait juste que pour chaque individu X, I et J, qu'on ait des prédictions identiques. Si X, bon, c'est similaire, si X, I et X, J sont identiques, tout simplement. Cela se fait simplement en excluant le modèle, en excluant du modèle la variable D, de sorte que le modèle ne soit pas dépendant de, de D.
Et cette logique-là est facilement implémentable. Une autre logique qui est un peu plus subtile est une logique dite contrefactuelle qui repose sur l'idée selon laquelle, pour un individu donné, le résultat devrait rester le même si on changeait sa caractéristique sensible dans un monde alternatif où tout le reste évoluerait selon les relations causales réelles. Donc, prenons l'exemple dans une logique observationnelle, dans le cas d'une tarification, on chercherait que la prime d'un conducteur urbain soit la même que celle d'un conducteur rural ayant les mêmes caractéristiques. Ça, c'est la logique observationnelle. Dans une logique contrefactuelle, on voudrait plutôt que la prime reste identique si cet homme avait été en zone rurale, tout en ajustant ses autres caractéristiques en conséquence. Par exemple, un usage moins fréquent de son véhicule, un autre type de véhicule, etc. Ici, la variable sensible, j'ai considéré étant la zone de résidence. Donc, cette approche contrefactuelle-ci est plus réaliste, mais nécessite de connaître les mécanismes générateurs des données, ce qui est rarement le cas, ce qui est rarement possible en assurance, et ce qui rend son application un peu plus difficile en pratique. Donc, revenons donc un temps soit peu sur sur les principes liés à l'équité de groupe. Il a été prouvé dans la littérature que les trois principes sont incompatibles, sauf dans des cas d'indépendance parfaite entre les variables d'intérêt et la variable sensible. Donc, de plus, cette équité-là ajoute généralement une contrainte supplémentaire à nos modèles qui est susceptible de réduire les performances de ces derniers. Donc, pour ces deux raisons-là, en général, on est amené à faire des choix, ou alors à faire un choix de principe d'équité à utiliser, suivant le cas d'usage. Par ailleurs, la notion d'équité, peut être vue sous différents angles de vue, philosophiques, légaux, probabilistes, qui nous intéressent ici. Et du coup, ça interpelle tous les maillons de la chaîne de vie d'un modèle, depuis le cadrage jusqu'à l'utilisation et le pilotage, en passant par le développement, la validation, etc. Donc, nous venons de marquer un pas de plus dans la progression de cette présentation. Nous allons enchaîner avec un point sur les aspects méthodologiques d'évaluation, de diagnostic et de correction des discriminations dans les modèles. Donc, une fois qu'on a défini ou choisi un principe d'équité, comment l'évaluer dans un modèle? Donc là, on va se focaliser sur les principes d'équité de groupe pour les raisons que je viens d'évoquer concernant l'équité individuelle contrefactuelle qui est difficile à implémenter. Donc, supposons qu'on veut évaluer un modèle selon la parité démographique qui est du principe d'indépendance et la parité de l'indépendance qui est le principe de base de la vision macro de l'équité, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les définitions. On suppose que dans notre boîte à outils, donc on dispose dans notre boîte à outils du test de Welch dont le but est de comparer les moyennes prédites de deux populations. Donc, c'est une adaptation du test de Student. Ce test présente quelques limites. Enfin, c'est juste une comparaison normalisée par les écarts types ou les variances empiriques ou la variance empirique estimée. Ce, Cet outil-là présente quelques limites comme l'hypothèse de normalité de données, parce que pour l'utiliser, on suppose que les données dans les différents groupes suivent des lois normales. L'autre limite, c'est que ce test-là ne compare que des moyennes, donc il ne compare pas complètement les distributions. Et enfin, la dernière limite, c'est qu'on ne traite on n'est utilisable que lorsque la variable sensible est binaire. Dans notre boîte à outils, dans la même catégorie d'outils de tests, on a ce qu'on appelle le test de Kolmogorov qui vise à mesurer justement la différence de distribution globale de deux populations. Donc, on ne se compare plus juste les moyennes, on compare la distribution globale en prenant juste la différence maximale entre les fonctions de répartition empirique. Malheureusement, il présente la même limite que le test précédent, donc concernant la binarité de la variable sensible.
Et en plus, le test, il est hyper sensible en termes de significativité lorsque la taille des échantillons ou de l'échantillon global est grand. Dans ce cas, il aura tendance à signaler comme statistiquement significatif des écarts très très faibles. Donc, heureusement, nous avons dans notre boîte à outils d'autres outils comme la part de variance expliquée basée sur une analyse de sensibilité. Il a le mérite de pouvoir convenir même pour des variables multimodales, variables sensibles multimodales. Et cependant, il reste sensible à la taille relative des groupes. Donc, plus on aura des groupes de tailles différentes, moins il sera précis, ou bien moins il aura tendance à vraiment capter les différences de distribution. En plus, la grosse limite de cette méthode-ci, de cette métrique-ci, c'est qu'elle évalue simplement les différences de moyenne. Donc, on ne perçoit elle ne capte que les différences des effets linéaires. Donc, si on a deux sous-populations avec des moyennes identiques, eh bien, la métrique sera égale à zéro. Pourtant, les distributions ne sont pas forcément identiques. Une autre métrique qu'on peut utiliser dans on regorge dans notre boîte à outils est l'information mutuelle qui quantifie en fait la réduction de l'incertitude sur les prédictions apportées par la connaissance de la variable sensible. Même si elle reste sensible à la taille relative des groupes, elle a le mérite de pouvoir évaluer tout type de différences, y compris les différences non linéaires dans les distributions. Donc, une fois qu'on a évalué notre modèle utilisé en assurance, que ce soit en tarification, alors en sélection des risques, on peut faire ce qu'on appelle un diagnostic ou pour identifier les proxys. Les proxys étant des variables explicatives légitimes qui sont fortement corrélées à la variable sensible. Donc, cela est fait avant modélisation en utilisant les outils statistiques précédents pour les variables explicatives numériques notamment. Et en plus de ça, le test dit de Kidde élevé de Kramer qui permet de mesurer l'association statistique entre deux variables catégorielles. Ça, c'est pour les variables explicatives légitimes catégorielles. Ce test-là présente la limite de la sensibilité aux tailles ou au nombre de catégories de la variable sensible et des autres variables catégorielles. Donc, on peut évaluer les proxys, détecter les variables proxys avant modélisation et conforter les soupçons, entre guillemets, qu'on aura pendant ou après la modélisation. En utilisant deux méthodes, deux méthodes un peu complémentaires ou oui, complémentaires. La méthode de permutation par importance, dont le but est de voir l'impact de chacune des variables explicatives légitimes XJ sur le niveau d'une métrique d'équité M. Pour ce faire, on laisse le modèle inchangé et puis on permute aléatoirement chacune des variables, une variable à la fois, et on recalcule la prédiction. Ensuite, euh, on observe en fait l'impact sur la métrique d'équité des résultats qu'on obtient après cette permutation-là. Puis par la suite, on fait juste une moyenne de différentes valeurs de l'équité qu'on obtient à chaque permutation. Et on fait une différence entre la valeur moyenne qu'on observe après chaque permutation et la valeur de la métrique initialement observée. Le but des permutations est de casser les interactions qu'il peut y avoir entre notre variable x, j, et la variable sensible d pour voir en fait l'effet de d dans la métrique d'équité. Ça, c'était le premier aspect. Le second aspect, on utilise la valeur de Shapley, qui est une métrique assez connue dans l'univers du machine learning, qui permet de mesurer la contribution moyenne de chacune des variables à la prédiction du modèle en tenant compte de toutes les interactions possibles avec les autres variables. Donc, combiner avec la permutation par importance, cette approche-là, donc combiner ces deux analyses-là permettent d'identifier quelles variables sont à la fois importantes pour les prédictions à travers la valeur de Shapley et sensibles ou alors impactantes pour le niveau d'équité du modèle.
travers cette métrique-ci. Donc, une fois qu'on a fait un diagnostic pour identifier les variables sources de biais, on peut être amené, si nécessaire, à mitiguer ou à réduire les discriminations induites. Donc, l'absence de discrimination appelée ici, entendez ici par discrimination le fait d'avoir une disparité plutôt qu'une parité démographique. Donc, l'une des méthodes possibles, c'est utiliser la méthode d'orthogonalisation qui vise à décorréler chacune des variables explicatives légitimes de la variable sensible. Et comment ça se fait? En prenant tout simplement les résidus de la régression euh, de cette variable-là sur la variable sensible. Et puis de considérer ce résidu-là comme variable sur laquelle on va entraîner notre modèle. La principale limite de cette méthode-là, c'est, bon, bien sûr, on peut paramétrer, hein, on peut paramétrer le niveau d'orthogonalisation qu'on effectue par un paramètre alpha. Donc, je voulais dire, la principale limite de cette méthode-là, c'est l'interprétation des données transformées. Parce que lorsqu'on fait cette orthogonalisation-là, c'est des résidus qu'on obtient n'ont pas toujours une signification statistique claire. Donc, une autre méthode pour corriger qui a été utilisée dans ce mémoire, c'est une méthode après modélisation. Donc, on ne touche pas les données, on touche plutôt aux outputs des modèles. Ça consiste à quoi? Ça consiste à transformer les prédictions en une variable indépendante de D. Donc, pour ce faire, on fait le choix d'une distribution cible à partir des distributions obtenues, obtenues des deux sous-populations, parce qu'on a supposé notre variable catégorielle ou sensible binaire. Donc, on choisit une distribution cible qui sera du coup indépendante de de cette variable sensible-là. Et ensuite, pour chacune des prédictions, les prédictions qu'on a obtenues, on fait une projection à partir de cette formule simple-ci de chacune de ces prédictions-là sur cet espace-là, sur l'espace de, sur la distribution cible qu'on a choisie. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de méthode unanime pour le choix de cette distribution cible-là. Donc, pour éviter ce problème-là lié au choix de la distribution, c'est la méthode qui a été préférée, utiliser ici la méthode du barycent de Wasserstein qui consiste pour chaque prédiction à projeter son équivalent, à le projeter par cette méthode ici dans le groupe, enfin, dans la distribution des prédictions du groupe opposé. Ensuite, de faire une moyenne pondérée des deux prédictions, la prédiction initiale et la prédiction projetée. Et les moyennes sont pondérées par les poids des différents groupes. Donc voilà pour ce qui est des méthodes que nous avons de correction qui ont été utilisées dans le mémoire. En lieu de ces deux méthodes-là, il y a d'autres méthodes qui existent dans la littérature en fonction du type de modèle et de l'objectif d'équité recherché. Donc ces méthodes-là se regroupent en trois catégories selon le niveau d'intervention dans la chaîne de production d'un modèle. On a la catégorie des méthodes dites pré-processing qui agissent sur les données en entrée. Ensuite, on a les méthodes in-modeling qui agissent sur le modèle et son optimisation. Méthode ici. Et enfin, les méthodes de post-modélisation qui agissent qui permettent d'agir directement sur les outputs du modèle sans avoir à modifier complètement la chaîne. Pour ce travail, les méthodes, vous avez remarqué sans doute, les méthodes in-modeling n'ont pas été étudiées en profondeur à raison de leur fort impact euh, en termes d'implémentation et même en termes de process. Donc là, on vient de marquer un pas de plus dans notre présentation. Donc, on va essayer de voir comment tous ces outils-là ont été utilisés en pratique. Comme annoncé, les données utilisées étaient relatives à l'assurance automobile des particuliers. Donc, on avait trois garanties offertes
Le portefeuille, donc une couverture minimale, une omnium partielle et une couverture complète. La base de données a elle-même elle été, elle comportait environ plus de 160 000 contrats décrits par 11 caractéristiques relatives au contrat, à l'assuré, au véhicule assuré. Les données provenaient d'un package externe nommé Cast Dataset. Par la suite, cette base de données a été segmentée en échantillons d'apprentissage, hein, pour calibrer les modèles, pour la détection des proxys potentiels et un échantillon test dans le but de faire des tests sur le choix des modèles et également l'évaluation de l'équité. Dans le process de construction et d'évaluation du modèle de tarification, parce que c'est un modèle de tarification qu'on a construit, c'est fait en quatre étapes classiques. Donc, une étape de préparation des données, préparation et description des données, entamée dans la slide précédente avec la séparation entre données de test et d'entraînement. Une analyse multidimensionnelle des caractéristiques en présence à travers les outils de statistiques que nous avons présentés, les tests de Key de Kramer, l'information mutuelle, l'ANOVA qui correspond à pas de variance expliquée. La troisième étape était la modélisation et l'évaluation des modèles construits. Quand deux modèles étaient en présence, les GLM et les GBM. Et ce sont les GLM qui ont été sélectionnés sur la base de leur performance initiale, performance hormis équité, bien sûr. Et comme dernière étape, on a procédé à l'évaluation et le retraitement dans la correction et le réentraînement si possible lorsqu'on a fait lorsqu'on a appliqué la méthode d'auto-organisation notamment. Dans le premier examen des données, j'ai ressorti les informations ci-après. Une prédominance des garanties partielles et minimales à plus de 80%. L'âge des assurés était concentré dans notre portefeuille entre 25 et 80 ans. On notait une prédominance des conducteurs, une majorité masculine parmi les conducteurs, là. Et enfin, une qualité de conduite relativement bonne avec plus de la moitié des assurés avec un score de +1. Donc attention ici, le score il est plutôt pénalisant. Donc plus le score il est grand, moins bon est le niveau de conduite. Donc des analyses multidimensionnelles ont été effectuées. Donc on remarque par exemple au niveau des coûts et des fréquences que les sinistres sont en moyenne plus coûtés chez les hommes par rapport à chez les femmes et un peu plus fréquents chez les femmes que chez les hommes à travers ce plot-ci. Cependant, les différences qu'on observe, vous le remarquerez, sont beaucoup plus perceptibles en queue de distribution, donc dans les valeurs extrêmes. Et l'examen des variables explicatives à l'aide des outils qu'on a décrits précédemment, donc le V-diagramme, la variance expliquée et plusieurs autres caractéristiques, plusieurs autres métriques, ont fait ressortir des lésions statistiquement significatives avec la variable sensible D. Donc, toutes ces dépendances qui étaient statistiquement significatives, même si, euh, même si elles restaient faibles en intensité. Donc là, par exemple, on a le maximum du V de gramme entre chacune des variables catégorielles et, et le genre. Et le maximum était de 10%, donc ça n'atteignait même pas les 15%. Et même que la variance expliquée par la variable catégorielle pour chacune de ces variables continues, mon numérique n'atteignait pas 5%. Le maximum n'atteignait pas 5%, mais on avait quand même des différences. Les différences étaient quand même significatives. Donc, une fois qu'on a fait ce premier diagnostic-là, le modèle choisi sur la base de sa
performance à travers l'indice de Gini et la déviance expliquée a été, euh, a été évaluée. Donc, il est ressorti les informations suivantes. L'exclusion de la variable sensible, donc, il a été entraîné dans deux configurations, une configuration témoin avec la variable sensible D parmi les paramètres, et une configuration dite réglementaire en excluant cette variable-là. Donc, on a pu avoir comme, comme observation le fait que, comme attendu, hein, l'exclusion de la variable sensible réduisait la disparité au niveau de la prime Q prédite finalement. Donc, on le voit au travers des métriques là, la variance expliquée diminue, la distance de Kolmogorov aussi diminue. Mais ce qui n'était pas tout à fait attendu, c'était la présence de disparités fortes et statistiquement significatives en milieu de distribution pour les primes pures. Donc, malgré le fait que sur les données, on observait distribution quasi paritaire en milieu de distribution là. Donc, ceci nécessitait alors un diagnostic un peu plus profond des biais indirects portés par les variables dites légitimes. Donc, regardez cette disparité-là, même si elle n'était pas forte, on a poussé l'analyse un peu plus loin. Donc, comment on a fait? On a utilisé les outils décrits précédemment. Donc, la valeur de Shapley et la permutation par importance. Donc, il en est ressorti à partir de ces deux analyses-là, analyse par les valeurs de Shapley et par permutation par importance, que d'une part, les facteurs de risque les plus discriminants dans les prédictions des fréquences et des coûts sont le score de conduite, l'âge de conduite et le type de garantie. Donc, les facteurs de risque les plus importants pour la prédiction, c'est pas discriminant, les plus importants sont le score de conduite, l'âge du conducteur et le type de garantie. Parce qu'ils ont les valeurs de Shapley qui explosent, c'est les valeurs les plus importantes, là. Donc, ils sont les plus déterminants, que ce soit pour les modèles de fréquence, les modèles de coût, parce que c'est un modèle fréquence-coût. Et en utilisant la méthode de permutation par importance, on voyait que les mêmes variables quasiment ressortaient en tant que les plus discriminantes, c'est-à-dire le score de conduite, l'âge du conducteur et le type de garantie choisi. Donc la question qui s'est posée à cette étape-là, c'était est-ce que les discriminations qu'on a observées, les différences qu'on a observées dans les slides précédents étaient vraiment des discriminations, ou alors ils étaient vraiment des, des, des reflets des choix ou du comportement des assurés, ou alors de leur niveau de risque réel. Donc, malgré cette question-là, on a essayé de pousser le bouchon plus loin pour voir comment nos méthodes de correction des modèles, comment ils marchent. Donc, pour ce faire, on a utilisé d'abord la méthode d'orthogonalisation. Donc on a orthogonalisé par le principe, par la méthode définie, décrite précédemment, chacune des variables explicatives dans le but de voir comment le modèle, enfin l'équité, la parité du modèle se comporterait après cette orthogonalisation-là. Eh bien, on se rend compte qu'avant, la méthode permet de réduire quand même, mais la méthode permet de réduire les, les disparités. Donc, on améliore en fait la parité des primes puis prédites, comme le montrent les évolutions des métriques là, et même les graphiques en visualisation. Cependant, cette méthode-là n'est pas complètement parfaite parce que avant on avait ceci, après on a ceci, il y en a toujours des différences, même si elles ne sont pas importantes en termes de valeur, mais elles restent statistiquement significatives. Et en plus de cela, d'un point de vue commercial, les nouvelles primes obtenues à partir du modèle réentraîné sur les données orthogonalisées n'étaient pas toujours cohérentes avec les primes initiales. Donc, d'un point de vue commercial, ça posait un problème d'acceptation de ces nouveaux tarifs-là, parce qu'il y avait des primes qui explosaient par rapport aux primes initiales, comme le montre ce graphique-ci. Donc, c'est pour cela qu'une autre méthode, l'autre méthode a été
a été utilisée, celle que j'ai appelée tout à l'heure la méthode de barycentre, qui se base sur le transport optimal. Donc, on estime chacune des distributions empiriques des prédictions dans chacun des sous-groupes. Puis, on transporte pour chacun dans le groupe opposé à partir de cette formule-là. Et après, on retient comme prédiction de prime pure la moyenne pondérée de la prédiction initiale et de la prédiction transportée. En appliquant cette méthode-là, on a obtenu un modèle avec des primes pures qui vérifiaient quasi strictement la parité démographique. Et en plus de cela, d'un point de vue commercial, les différences étaient un peu plus explicables. Donc là, on pourrait dire que le modèle, enfin, les primes pures obtenues après transformation permettaient d'avoir une forme de solidarité, de définir des primes solidaires entre hommes et femmes. Donc voilà en gros l'illustration des méthodes appliquées. Donc avec ça, on marque le dernier pas de notre présentation. Et pour conclure, on va souligner deux choses, les messages clés de ce mémoire et les limites de l'étude. Alors, comme message clé, nous avons la nécessité de choix pour le principe d'équité à rechercher. Donc, quand on dit équité, c'est pas, il y a un besoin de vraiment clairement définir c'est quoi le principe d'équité qu'on doit rechercher. Une autre information clé, c'est le besoin de toujours avoir des données sur la variable sensible parce que c'est pas toujours accessible. Donc là, on a besoin de collecter ces données-là sur les variables sensibles pour pouvoir mener des études d'évaluation de l'équité. Autre message clé, c'est que l'exclusion de la variable sensible du modèle n'assure pas nécessairement le principe d'indépendance. Donc l'indépendance, pour atteindre l'indépendance, on a besoin d'aller un peu plus loin. Et les autres messages clés, c'est que la correction post-modélisation offre des résultats un peu plus cohérents et un peu plus acceptables par rapport à la méthode d'automodélisation, qui est certes intéressante, mais qui ne produit pas toujours le résultat escompté. Donc, comme limite de cette étude, c'est principalement, les disparités observées n'étaient pas, n'étaient pas de valeurs significatives. Bon, significatives, c'est statistiquement, mais d'un point de vue business, les différences observées n'étaient pas significatives ou importantes. On avait une différence de prime entre hommes et femmes moyennes. Les primes pures, bien sûr, entre hommes et femmes moyennes qui ne dépassaient pas les 20 euros. Donc, c'était pas intéressant. Bon, c'était pas toujours intéressant. Ensuite, l'autre limite, c'est que la variable sensible utilisée était uniquement binaire et unidimensionnelle. Donc, on n'a pas étendu le principe enfin, les méthodes utilisées à une variable D multidimensionnelle. Autre limite, c'est le fait qu'on a utilisé et analysé les diagnostics uniquement sur le principe d'indépendance, pour la raison que j'ai citée précédemment, que c'est le principe d'indépendance qui est la clé, le principe principal, si on peut dire ça comme ça, du, de la vision macro de l'équité finalement. Et aussi, l'équité individuelle n'a pas été examinée pour le simple fait que pour l'évaluer, on a besoin des données, des modèles causaux. Et pour construire des modèles causaux, généralement, on a besoin de données un peu plus riches que les données qu'on a habituellement en assurance. Et enfin, comme dernière limite, et je terminerai par là, il y a une absence d'analyse poussée sur les impacts commerciaux des effets des corrections des modèles. Donc voilà, en gros, pour ma présentation, je vous remercie pour votre attention. On a fait environ 46 minutes. Je suis ouvert aux questions. Une question qui m'est souvent posée, c'est qu'est-ce qu'un biais dans ce cadre-ci? Parce que j'ai évoqué la notion de biais deux fois. Deux fois, lorsque je parlais des variables légitimes qui transporteraient l'information sur la variable sensible.
En fait, le biais ici ne désigne pas la définition classique de biais en statistique, qui est une erreur classique comme un estimateur non concentré, mais plutôt l'influence en fait que une variable, qu'une variable sensible, comme le genre, l'âge, peut avoir sur la décision finale du modèle via les corrélations indues, quelque part, indues avec les variables légitimes. Donc, de manière formelle, un biais dans ce cadre-ci veut dire un effet indirect de la variable sensible sur la prédiction. Ok, une question, c'est en plus de l'auto, sur quel marché a été testée cette approche? Bon, pour être complètement franc, c'est uniquement sur le marché de l'auto, sur les produits auto en fait que ça a été testé. Compte tenu des données dont nous disposions et surtout compte tenu du fait qu'on avait besoin d'une variable sensible complètement renseignée. C'était une contrainte en plus qui faisait que les bases de données dont nous disposions n'étaient pas toujours qualifiées pour pouvoir être utilisées dans notre approche. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, c'était principalement l'auto, mais les méthodes telles qu'elles sont présentées là, elles peuvent être adaptées à tout type toute configuration de modèles de machine learning peuvent être vraiment utilisés dans ces cadres-là. Une autre question que je reçois souvent, c'est pourquoi avoir retenu le critère d'indépendance plutôt que l'équité contrefactuelle, par exemple. On peut se poser cette question-là. Donc, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, l'équité contrefactuelle, en fait, pour construire ou alors pour pouvoir évaluer l'équité contrefactuelle, on doit transformer. La définition, c'est de dire quoi? C'est de dire que pour chaque individu, sa prédiction doit être identique si on changeait sa variable sensible et en changeant aussi en conséquence ses caractéristiques non sensibles. Donc, pour ce faire, on a besoin en fait comme je l'expliquais, d'un modèle causal. Modèle causal, c'est un modèle qui déjà répertorie l'ensemble de toutes les forces ou des variables en présence, toutes les variables en présence et qui identifie les différentes relations de causalité qu'il y a entre ces variables-là. Donc, le problème avec cette définition-là, c'est qu'on n'a déjà pas toutes toutes les données en assurance. Généralement, on n'a pas toutes les données qui permettent. C'est vrai que c'est avec l'utilisation du big data de plus en plus, on a l'introduction de ces données-là, les données d'utilisation, les données de conduite dans le cas de l'assurance auto qui permettraient de construire en fait les relations de cause à effet entre les variables. Donc, c'est compte tenu du fait qu'on n'a pas cette information-là que l'équité contrefactuelle, qui est la définition la plus aboutie à l'heure actuelle enfin, d'après ce que je connais, de la définition de l'équité d'un point de vue individuel. Donc, compte tenu de cette limite-là, qu'on a préféré considérer l'équité de groupe comme sujet d'étude principal. Une autre question, c'est avez-vous testé plusieurs modèles de machine learning sur les résultats de discrimination? Oui, tout à fait. Donc, au début, j'ai parlé de GLM et de GBM. Donc là, on a testé sur les GBM, mais en parallèle, on a aussi testé sur les GBM. Et les résultats étaient quasi similaires, en fait, pour ce qui est des GLM et des GBM et de notre jeu de données. Les résultats étaient quasi similaires, c'est-à-dire la méthode d'orthogonalisation. Cette orthogonalisation n'était pas toujours la plus efficace. Par contre, l'efficacité de la méthode de projection de transport optimal était la plus... Enfin, son efficacité était en fait confirmée dans ces modèles-là, ce modèle de GBM. Donc, les conclusions étaient quasi similaires.
euh, lorsqu'on utilisait d'autres méthodes de machine learning. Bon, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, je vous remercie pour votre participation et votre écoute et rendez-vous à la prochaine. Merci.